évoqué le sujet sur la Côte d'Ivoire et Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo détenus malgré leur acquittement. Jeff Le Prince, vous étiez en train de vous interroger sur le bien fondé même de la CPI. Est-ce qu'il n'est pas bien qu'on s'inspire de ce que le Sénégal avait fait dans le cas Hissène Habré, c'est ça? Exactement, c'est ce que je disais. Quand vous voyez un peu aujourd'hui la CPI et tout ce qui se passe, vous voyez un peu le parcours où on a parlé de Bemba tout à l'heure, mais aujourd'hui nous parlons de Gbagbo et Blé Goudé. Vous voyez un peu que c'est les Africains qui sont sacrifiés à cet hôtel. Et je me dis, si les juridictions africaines sont fortes, on n'a pas besoin d'aller vers là. Et le Sénégal a donné l'exemple. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, si nous parlons de cas Gbagbo et Blé Goudé aujourd'hui, si nous voulons quand même faire les choses sérieusement en tant qu'Africains entre nous, je pense qu'on pourrait quand même juger Gbagbo et autres là, chez eux, en Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays africain. Et on n'a pas besoin de transporter un chef d'État comme un bandit de grand chemin, comme on l'a fait. Ibrahim l'a décrit tout à l'heure pour qu'il se retrouve au niveau de la haie. Je pense que vraiment, nous, Africains, nous devons penser à ces situations et que les chefs d'État africains pensent à cette manière de voir les choses, de ne pas toujours faire la politique de la main tendue au blanc. Samuel, vous savez, en dehors des chefs d'État, nous avons remarqué ces derniers mois que certains pays comme la RDC, la Centrafrique, le Rwanda, certains chefs de guerre ont été déférés devant la CPI pour avoir tué beaucoup de leurs compatriotes. Bon, ce qui permet de dire aujourd'hui que la CPI constitue en sorte une épée de Damoclès sur la tête des dirigeants et des chefs rebelles. Quand vous dépassez un certain seuil, on vous renvoie dans le domaine de crime contre l'humanité et vous allez à la... Parce que les institutions des pays ne sont pas tellement fortes pour régler ce genre de problème. Donc il faut aller à l'international pour que ça soit bien fait. Là, il y a l'indépendance de la magistrature, comme ce qui se passe dans le cas de Gbagbo. Bon, mais là, ce qu'on voit, par exemple, dans le cas de Gbagbo, est-ce que vous parlez vraiment de l'indépendance de la magistrature? Oui, moi, je pense que... quelqu'un comprend qu'on va jeter en prison, et c'est après qu'on vient chercher les preuves contre la personne. Parce que je connais du doigt, c'est le sens dans le sens qu'on fait des affaires. C'est pourquoi moi, j'ai dit tantôt que ceux-là qui ont témoigné n'ont pas pu donner des preuves palpables, ce qui a milité en faveur de Gbagbo pour son acquittement. Si la cour d'appel dit aujourd'hui qu'il y a encore des choses à prouver, le délai est déjà passé, c'était le 23. Donc le premier, on va voir ce que ça va donner. Si les preuves ne sont toujours pas suffisantes, M. Gbagbo sera libéré sur le champ. Non, il faut aussi préciser que le travail qui a été fait par Madame la procureure Bensouda a été d'abord avec Ocampo et après Bensouda, et il faut dire que ce travail a été fait avec légèreté parce que le dossier même n'était pas un dossier bien monté. C'est ce qui a fait que les avocats de Gbagbo ont pu démonter tous les chefs d'accusation que l'accusation avait porté contre eux. Donc il faut revoir plutôt au niveau du procureur comment faire venir des juristes chevronnés qui puissent monter un dossier assez bien ficelé et aussi en même temps sortir du joug et des interférences des Occidentaux, parce que avec l'affaire Gbagbo, on a vu que c'était le desiderata d'une puissance internationale qui a conduit Gbagbo à la CPI. Sinon, les preuves n'étaient pas encore réunies, mais on voulait à tout prix faire partir Gbagbo pour laisser libre cours à leur valet qui a pris le pouvoir en RDC pour qu'il puisse avoir les mains libres et les coudées franches pour pouvoir asseoir sa gouvernance dans ce pays. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a le volet compétence des procureurs et l'autre volet aussi. Jeff parlait d'une cour africaine qui puisse juger ces affaires de crimes contre l'humanité. Mais ça serait peut-être dans un futur assez proche, un futur proche, parce que si on dit aujourd'hui à l'état actuel avec cette race proche ou lointain. Bon, quand je dis proche, parce que il y a quand même un éveil de conscience sur le continent, il y a une nouvelle génération de présidents qui arrive à la tête des choses des États. La Cour spéciale qui a jugé Hissène Habré était financée par l'extérieur. Bien évidemment, pas l'Union européenne. C'était pas l'Union européenne. Bon, peut-être dans un futur lointain.
tiens, je me reprends. Et en même temps, faire préciser que nous avons une race de chefs d'État avides de pouvoir et qui s'accrochent au pouvoir, qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et ce sont eux qui créent des conditions de violation systématique des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Parce que quand vous avez en face de ces présidents qui sont atteints de la boulimie du pouvoir ou qui ont atteint le niveau que nous appelons l'usure du pouvoir, quand vous atteignez ce niveau, vos réflexes, c'est acheter les armes, mater la rébellion, tuer les gens, faire tout pour que personne ne s'interpose par rapport à votre règne. Donc vous voulez réduire en silence tous vos opposants et avoir la voie libre pour pouvoir évoluer. Et c'est ça qui constitue les violations des droits de l'homme et par la suite ce que nous appelons les crimes contre l'humanité. Parce qu'on tue, parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un soit... Gbagbo a été arrêté. Non, vous savez, il faut faire disparaître cette race de présidents avides de pouvoir là pour que l'Afrique se retrouve. Ibrahim parlait tout à l'heure du futur lointain. Vous savez, le problème que nous devons poser aujourd'hui, c'est une question de vision. Les chefs d'État, quand tu parles des chefs d'État jeunes africains aujourd'hui, ils n'ont pas de vision. Parce que quand vous prenez les anciens chefs d'État, vous prenez Sylvanus Olympio, Sékou Touré de la Guinée, et voilà. On prend un certain nombre de chefs d'État, ils avaient une vision pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore cette vision ou bien on est là pour faire la volonté du colon? Bon, ils avaient une vision, vous le dites si bien, mais ils ont vu comment ces colons ont traité les visionnaires. Donc, ils ne veulent pas subir le même sort. Mais c'est vrai, il y a plus de 50 ans maintenant, il faut refaire les choses autrement. Je parle de la boulimie du pouvoir. Voilà, c'est parce qu'on aime trop le pouvoir qu'on fait la volonté des colons. Des Occidentaux. Dans certains pays, il y a des présidents, il y a des gens qui aspiraient à la magistrature suprême, mais lorsqu'ils ont vu que les colons avaient encore leurs mains mises sur le pays, mais ils se sont inclinés parce qu'ils se disaient que nous n'avons pas l'étoffe nécessaire pour leur faire face. Tout à fait. Mais donc nous ne voudrons pas venir servir de caution à leur manœuvre dans le pays ou bien aller vers la compromission. Ça aussi, c'est des gens visionnaires, des gens qui portent un certain amour pour le continent, qui ont refusé de s'acoupiner avec ces pouvoirs. Mais ceux qui aiment le pouvoir, puisque leurs concitoyens ils sont prêts vraiment. Non, mais le pouvoir est doux, mais quand vous venez au pouvoir, il faut avoir de la vision. Il faut travailler pour le peuple. Mais quand vous venez et vous prenez le pouvoir en termes de jouissance, ça voudrait dire que vous n'êtes pas malheureusement, la personne indiquée pour malheureusement, ils n'ont pas cette vision. Le destin de toute une population. C'est ce qui se pose. Donc il faut reformater les esprits. Je pense que l'Afrique doit reformater ses esprits. Nos intellectuels doivent nous aider à asseoir une certaine culture de l'Afrique et un certain patriotisme, de manière à ce que ceux qui viendront au pouvoir prochainement puissent travailler véritablement pour le décollage de l'Afrique. Mais personne n'a obligé les États africains à aller comme, je ne sais pas moi, comme un retour sur une fois, foncer sur la CPI pour adhérer au protocole de Rome. Personne ne les a obligés. Personne ne les a obligés vraiment parce qu'à l'époque, rien n'a été expliqué clairement à ces chefs d'État. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'est comme ça. Et certains ont diminué leur ardeur de violence et de crime. Et ceux-là, par exemple, le président burundais qui a écrit pour sortir de la CPI, il a oublié qu'il y a un certain temps qu'il doit respecter. L'acte qu'il a commis se trouve dans la période qu'on peut le poursuivre à tout moment. Mais néanmoins... Mais là, c'est comme... Et on revient toujours à l'éternel débat, comme si c'est dirigé contre les Africains. Parce que je vais vous rappeler un fait, c'est la procureure de la CPI qui a dit il y a quelques mois que bon, nous regardons les États-Unis parce qu'il y a un certain nombre de violations des droits de l'homme. Les autorités américaines ont répondu immédiatement: le jour où l'envie vous prendra de mettre la main sur un citoyen américain, vétéran de guerre, nous viendrons jusqu'à la prison avec nos forces armées le délivrer. Là, on voit clair un pays... L'engagement de ce pays. Mais il est la puissance du monde. Alors on s'acharne sur les pauvres de la basse-cour. Bon, on peut comprendre ça comme ça. Bon, quand on prend même le cas de Gbagbo, ces éléments ont tiré pour défendre son pouvoir. Bemba, ces éléments ont aidé le président centrafricain, Hans-Philippe Patassé, dans un autre pays. On l'a pris, on l'a envoyé à la CPI. Finalement... Même Charles Taylor, c'est fait de notre pays qu'on l'a envoyé à la CPI. Bon, ce qui veut dire que, effectivement, s'il faut bien faire l'analyse,
il y a des gens quelque part qui font et défont des accords pour leurs intérêts. C'est ça. Est-ce qu'il faut, Jeff Le Prince, une ligue africaine contre la CPI? Non, une ligue africaine, il y a plusieurs manières de voir la situation, en ce sens qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Tout à fait. L'Afrique ne peut pas vivre en autarcie puisque nous ne voulons pas faire d'efforts. C'est vrai, il y a des pays africains qui émergent aujourd'hui, comparativement à d'autres pays européens ou américains, mais nous sommes des partisans de moindre effort. On veut toujours faire la politique de la main tendue. Et on attend le blanc, le petit chinois qui doit arriver, déclencher une machine et tout. Alors que nous avons la même intelligence pour pouvoir faire avancer les choses. Mais il a dit tout à l'heure, Ibrahim l'a dit, si on n'a pas de vision et qu'on veut se servir au lieu de servir le peuple, voilà la situation dans laquelle on va se trouver. Est-ce qu'il faut former une ligue contre la CPI? Est-ce que ces chefs d'État sont en mesure de pouvoir faire cette ligue? Je ne crois pas. Parce qu'on ne veut pas faire la volonté, ou bien on ne veut pas servir son pays, on veut servir ses intérêts, ou bien l'intérêt d'un autre pays qui dit, vous savez, quand on parle d'alternance dans certains pays aujourd'hui en Afrique, c'est parce que je me dis, vous m'excusez le terme, qu'on n'a pas encore trouvé d'autres bandits pour remplacer ceux qui sont là aujourd'hui. Du moment où la France ne trouve pas encore un remplaçant, le gars il est là, la solution, allons trouver la solution ailleurs, et non entre nous. Un débit qui dit que la France a modifié la Constitution à son insu. Ouais. Non, pas à son insu. La contraint à modifier la Constitution. C'est ça, pas à son insu. Samuel, du moment où le responsable africain ne va pas prendre conscience que les matières premières qui sont transformées en Europe peuvent être transformées sur place, il y aura problème. Est-ce qu'ils n'en ont pas conscience ou ils n'en ont pas Quand ils sont malades, ils vont à l'étranger. Quand il y a ceci, c'est toujours l'étranger. Alors que si ces structures sont mises en place, ça leur permettra de vivre et de se faire soigner dans leur propre pays, et cela va profiter même à leurs compatriotes. Or, tel n'est pas le cas. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que les matières premières sont prises en Afrique, vont en Europe, sont transformées et nous vendent ça à leur prix? Voilà. D'abord, ils le prennent à leur prix. À leur prix. Et c'est eux, on dit bourse de Londres, le cacao est à tel montant. Il y a plus de 50 ans que nous avons notre... Et on se pointe dans les supermarchés pour acheter le chocolat. Voilà. Bon, tout ça, il faut, comme l'a dit mes deux confrères, il faut la vision pour l'Afrique. Et ces visionnaires n'existent plus parce que les pères des indépendances, si vous permettez, par rapport à la CPI, on fait l'essentiel. Mon confrère disait que, bon, est-ce qu'il faille aller vers une ligue africaine contre la CPI? Moi, je pense que non. On doit toujours avoir la CPI, comme le disait mon doyen Fiokoulou, comme un épée de Damoclès sur la tête de nos dirigeants africains, parce que c'est des gens qui ont la gâchette facile et pour un oui ou non par rapport à leur maintien au pouvoir, ils sont prêts à massacrer leur peuple. Donc quand il y a la CPI au moins en face, ils savent que c'est une institution de dissuasion et ils ne vont pas aller jusqu'à franchir le Rubicon, aller faire de n'importe quoi sur le continent. Je pense que c'est important d'avoir cette juridiction. Et quand vous êtes clean, comme dans le cas de Gbagbo, il est arrivé, ses avocats ont travaillé, ils ont démonté toutes les accusations, et il a acquitté. De la même manière, il y a eu Bemba qui est là-bas. Charles Taylor, lui, il a été condamné. Donc vous voyez, si le dossier est, disons, léger, il va de soi que la Cour pénale internationale puisse statuer là-dessus et voir la pertinence de vous garder ou bien de vous acquitter. Samuel, le problème d'intérêt dure toujours en ce sens que quand nous prenons Désiré Kabila, le père de celui-ci, de Joseph, quand il a voulu accepter de jouer le jeu avec les intérêts américains, belges, ougandais, burundais et rwandais, il y était. Mais quand il a commencé par comprendre que non, les choses ne doivent plus être comme ça, parce que son premier gouvernement était composé de Rwandais, qui était au poste clé des affaires étrangères. Oui. Et quand il a commencé par comprendre, il a voulu prendre du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Le coup d'État. Et jusqu'à ce jour, qui a tué Désiré Kabila, personne ne le sait. On sait quand on l'a tué, c'est en 2001, en janvier, mais on ne sait pas qui l'a tué jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi, comme l'a dit Jeff, certains chefs d'État ont peur pour leur vie. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à s'opposer aux multinationales. D'accord. On va parler maintenant, vous avez fait le parallèle, la RDC qui a un nouveau président. On va évoquer les chantiers de Félix Tshisekedi. En tout cas, pour aujourd'hui, Félix Tshisekedi a pris le bureau de Joseph Kabila, donc qui a quitté le bureau présidentiel vendredi à Kinshasa. C'est dans donc sa place à son successeur, Félix Tshisekedi, investi hier jeudi. Et au même moment, Félix Tshisekedi, interrogé par la presse, a déclaré: j'ai déjà programmé une réunion du Conseil national de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANR, et l'une de mes premières décisions sera de fermer les cachots illégaux dans le pays. C'est un président, Ibrahim Acha, qui se met rapidement au travail, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a d'énormes défis à relever en RDC, les défis sécuritaires, et il voulait commencer par là, les défis par rapport aux droits de l'homme, les défis par rapport à la diplomatie. Donc il y a beaucoup de chantiers qui doivent ouvrir rapidement pour rassurer un peuple ou bien un pays dont le tissu social est en lambeaux. Donc il doit recoller les morceaux, et pour recoller les morceaux, il faut poser des actes forts qui puissent amener vers l'apaisement et qui puissent amener tous ceux qui sont jusqu'alors qui portent des greffes contre lui par rapport à tout ce qui s'est passé lors de ces élections, pour que tout ce beau monde-là rallie sa cause et construire vraiment une RDC assez solide et prospère. Par rapport aux droits de l'homme, c'est vrai, il avait dit que tous ceux qui ont été persécutés par Kabila, tous ceux qui ont été arrêtés, embastillés de façon injuste et tout ça là, tout ce beau monde-là, et même ceux qui ont fui le pays pour pouvoir se mettre à l'abri des affres en tout cas de la furie de Kabila, et tout ce beau monde-là va revenir et mettre dans la main, ils vont reconstruire le pays. Je pense que c'est le premier chantier au point de vue sécuritaire. Il y a l'autre aspect, il y a beaucoup d'aspects qu'il a développés par rapport à la sécurité. Un très long discours. Par rapport à la sécurité aussi, il faut créer des mécanismes pour faire déposer les armes que détiennent jusqu'alors les seigneurs de guerre. Il y a vraiment des groupes de rebelles qui sont dans le Kasaï, dans le Kivu et autres là, qui contrôlent les gisements, les minerais et tout ça là. Donc il faut mettre en place un mécanisme pour que tout ce beau monde là dépose les armes et voir éventuellement comment aller vers la réinsertion. Parce qu'il y a des jeunes qui tiennent toujours des calages, qui s'amusent avec des calages comme si c'était des petits jouets. Donc il faut penser à la réinsertion de ces jeunes. Donc vraiment c'est tout un chantier, et je me dis que sur le plan diplomatique, il doit avoir forcément besoin des chancelleries occidentales pour qu'il puisse réussir sa mission et amener la RDC vers une prospérité, comme lui-même il a dit. Mais ça fait quoi? Est-ce que c'est un président qui aura les coups des franches pour faire ce qu'il doit faire? Moi je dis, il est arrivé dans un milieu très hostile et difficile, en ce sens que ce n'est pas lui qui est le vainqueur officieux, mais on l'a déclaré officiellement vainqueur. Et même au sein de son propre parti, il y a des grincements dedans. Les gens ne sont pas d'accord de cette compromission. C'est carrément une compromission. Oui, c'est vraiment une compromission. Avec Kabila. Il y a aussi le fait que l'Assemblée de la RDC l'Assemblée est majoritaire au niveau des armes de Kabila. Et ultra majoritaire. Et le Premier ministre, d'après leur constitution, doit être choisi dans la majorité. Donc, connaissant bien les rouages, le président de la République ne peut en aucun cas prendre des actes sans l'approbation du Premier ministre et du Parlement. Ce qui veut dire qu'il est sur une partie glissante. Tout ce qu'il va faire dans l'intérêt de la population qui nuise à la renommée de Kabila, il y aura blocage. Et on ne peut jamais lui permettre d'avoir accès facile aux services de sécurité et aux services spéciaux de la République. Les gouverneurs, les députés des provinces, tout ça sont dans les mains des pro-Kabila. Là, je me suis dit qu'il a signé la compromission, mais le jeu auquel il a joué, il aura le contraire ou bien le revers de la médaille, d'après moi. Vous pensez que, enfin, compromission ou pas, je ne sais pas trop, mais il est déjà président. Est-ce que ce défaut qu'il a au niveau de l'Assemblée, où il ne contrôle rien du tout, disons-le, va l'empêcher d'exécuter ses chantiers?
Oui, je pense que à cette question, je dirais oui et non. Oui, si cette compromission, si je voulais emprunter le mot du doyen Fioclou, arrive à lui donner cette bénédiction de pouvoir travailler. Non, en ce sens que s'il ne voulait pas faire la volonté de Kabila ou bien ceux qui l'ont mis là-bas dans cette compromission, ça ne passera pas. C'est vrai que quand vous écoutez un peu son discours, il a osé. Il a osé dans un programme de société qu'il a présenté depuis août déjà au niveau de sa base. Il a présenté un programme de société où il a même promis éradiquer la pauvreté dans les 10 ans à venir à 80 milliards, si j'ai encore bonne mémoire. Il a dit un certain nombre de choses au niveau de la justice. Il dit le futur ministre de la justice qui sera nommé va libérer. Bon, il va faire les procédures pour pouvoir libérer les détenus politiques et tout. Bon, c'est vrai qu'il a osé, mais pour moi, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne. Il vient de commencer, il a fait un discours, parce qu'on a connu des présidents dans cette Afrique qui ont fait de beaux discours, mais dans l'exécution, ils ont eu vraiment des obstacles, toutes les difficultés nécessaires. Donc, dans un discours, prenons le discours tel quel, mais l'exécution aussi, c'est une autre chose. Donc, pour moi, je ne veux pas aller vite en besoin, mais nous observons les jours à venir pour voir comment est-ce qu'il pourra mettre en œuvre ce programme qui a été présenté à la population dans cette compromission pour faire la volonté de quelqu'un pour que la RDC ou bien la population du Congo puisse sortir gagnante dans cette situation. Sinon, on n'est pas au pouvoir pour se servir, mais apporter la solution au problème du pays. Je pense que c'est l'essentiel. Ibrahim Acha, est-ce qu'il ne sera pas rattrapé quand même par ce que la compromission? Oui, non, moi je ne parlerai pas de compromission, je vais parler plutôt de deal. Ça a été un deal et pour pouvoir avoir l'alternance. Parce que Kabila est conscient qu'il est rejeté. Son système est rejeté, sa gouvernance est lâché par ses amis occidentaux. Et lâché aussi par ses amis occidentaux. Et non seulement ça aussi, à un moment donné, c'est que les gens n'en pouvaient plus, c'est on ne le supportait plus. Et donc, il a compris que le mieux c'était de partir. Mais comment partir? Parce que s'il faut partir pour garantir sa sécurité, voilà, de façon régulière, c'est que vraiment ces casseroles allaient rattraper rapidement. Donc, il a fait un deal avec Tshisekedi, c'est ce que certains officiers nous ont révélé plutôt par la suite. Donc ce deal, Tshisekedi est au pouvoir bien évidemment, Kabila contrôle... Tu insistes comme tu es dans les clauses de ce deal. Non, c'est un deal. Oui, je suis d'accord avec toi. Et donc avec ce deal, Kabila ne va pas, à mon avis, compliquer la tâche à Tshisekedi. Il ferait un effort pour que Tshisekedi puisse travailler valablement et pouvoir aussi garantir ses intérêts. Et dans ce faisant, Tshisekedi va aller dans une sorte de cohabitation. Et quand on parle de cohabitation, c'est une collaboration gagnant-gagnante. Ouais, je te fais ceci en retour, tu me fais ça et voilà. Et la suite, je pense que ça va aller. Parce que si le camp Kabila prend une posture de vouloir affaiblir Tshisekedi, ce camp s'affaiblit parce qu'aux élections prochaines, il y aura, les gens vont se liguer véritablement et les faire disparaître de la scène politique une fois pour de bon. Donc Kabila même a intérêt d'aider Tshisekedi à pouvoir asseoir sa politique et à pouvoir relancer le pays. Mais au même moment, quand Tshisekedi pose le problème de la main tendue, quand il dit à ses opposants de venir, nous allons travailler, Falouya, de venir, on va travailler ensemble. Est-ce que Kabila pourrait accepter cette proposition? Non, Kabila n'est plus au pouvoir. Oui, parce que quand je suis un peu de développement, le nouveau homme fort de la RDC, c'est Tshisekedi. C'est un deal gagnant-gagnant. C'est un deal gagnant-gagnant. J'emprunte tes mots. Donc ça veut dire justement que si lui fait la politique de la main tendue, il dit à ses opposants, venez, nous allons travailler pour la RDC et Gbagbo pardon. Je suis un pro Gbagbo. Kabila n'accepte pas cette proposition de Tshisekedi, mais vous voyez que la tâche lui serait compliquée. Mais dans le deal, je pense, et ce n'est qu'une supputation, tous ces paramètres auraient été définis.
Tshisekedi va signifier clairement à Kabila que c'est moi qui suis président. Si vraiment tu veux que je sois président, laisse-moi travailler. Vous comprenez? Et donc, la main tendue, c'est parce que Kabila était rejeté. Sinon, Kabila aurait voulu aussi tendre la main à son opposition, pour que l'opposition devienne docile à un moment donné, lui faciliter la tâche, parce qu'à un moment, il n'en pouvait plus. Les contestations ici par là, et le rejet systématique, tout ce qu'il avait comme déboire lorsqu'il sortait du pays, tout ça là. À un moment donné, il avait même peur de quitter Kinshasa. Les opposants étaient de l'autre côté, on l'attendait. Donc il a intérêt aussi. Le groupe des 6 qui avait signé un document à Bruxelles pour la candidature unique. Quand Kamere et Tshisekedi étaient revenus, le même soir, ils ont dénoncé cet accord de parti unique. Ils sont partis à Nairobi pour négocier la compromission et aujourd'hui, ils ont eu le résultat. Vous pensez que les 4 autres qui étaient membres vont accepter la main tendue de Tshisekedi alors qu'on lui prête déjà le nom de traître et qu'il est avide de pouvoir? C'est pourquoi il a accepté ça. Il y a l'Église catholique. L'Église catholique aussi n'a pas aimé. Qui s'est positionné. Vous avez vu, l'Église catholique s'est abstenue de donner le nom de celui qui est du vainqueur. Mais finalement, il l'a fait. Oui. Finalement, ça a été fait dans la semaine. Le document a fuité. Dans la semaine. Oui. Officiellement, ils ont donné le résultat. Et l'Église catholique en RDC pèse lourd parce que c'est 35 millions de fidèles. Oui, mais ça, c'est leur résultat. Oui, le résultat de la communauté internationale. Ce qui m'a plu dans leur démarche, c'est qu'ils ont appelé tous les acteurs à faire recours au cas où ils estiment qu'ils ont été trichés à prendre la voie légale. Mais ça aurait été peut-être Ramazani qui était déclaré vainqueur. La posture de l'Église aurait été autre. Vous comprenez? Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'Église peut peser lourd dans le rapprochement de tous les camps, surtout de l'opposition, faire en sorte que les gens taisent leur rancune et voir éventuellement comment ils peuvent au moins jurer de cette alternance qui est vraiment... J'avais dit sur ce plateau que ce qui est fait est fait. On ne va plus, la série ne va plus donner un autre résultat. Ils sont obligés de le consommer. Mais ce qui est sûr et qui a fait que les gens ne sont plus tellement mécontents, c'est que Kabila n'est plus président. Non, vous savez, c'est que la RDC était vigilante, ou bien la Cour constitutionnelle était vigilante, quand l'Union africaine disait de suspendre la proclamation de la validation des résultats. Heureusement que ça a été fait rapidement parce qu'on ne fait plus confiance à ces institutions internationales qui ne font pas la volonté des peuples. Pause et on revient après le journal.